Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Centre du Mali, comment la culture peut-elle favoriser la sortie de crise? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et pour en parler, nous avons deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Brema Elidiko, sociologue, professeur à l'Université de Bamako et Diadje Hammassango, communicateur traditionnel, chercheur en sciences sociales. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Centre du Mali. Aujourd'hui, Diadje Hammassango, vous êtes communicateur traditionnel. Est-ce que vous pensez que la culture peut favoriser la sortie de crise? Bonsoir, M. Touré. Merci de m'avoir reçu dans ce studio pour me poser cette question bien banale, mais extrêmement importante. D'entrée de jeu, j'ai dit et j'affirme solennellement qu'il n'y a pas d'autre issue de sortie de crise sans la culture. Il est impossible de concevoir des mécanismes de sortie de crise qui ne s'appuient pas sur notre culture. En fait, de quoi s'agit-il? Toutes les sociétés ont mis en place un certain nombre d'outils, de mécanismes de régulation sociale, simplement pour construire la paix et le vivre ensemble. Chaque société a son approche. Et la vérité, c'est que si des peuples de cultures différentes, de comportements différents ont appris à se tolérer, à vivre sur le même espace, à commercer, à échanger, à se marier, à s'instruire, à faire des va-et-vient, c'est qu'il y a un rapprochement entre ces outils, ces mécanismes de régulation pour arriver à ça. Donc impossible de résoudre une crise sans passer par la culture. Partagez-vous cet avis, Brema Elidiko? Merci bien de l'invitation. Je partage tout à fait son point de vue parce que l'homme, c'est d'abord un être de culture, sinon il serait un animal. L'homme naît à la base avec beaucoup de pulsions. Comme il a dit, c'est la société qui le canalise, qui va l'humaniser, qui va le socialiser. Toutes les valeurs qu'il va partager, les conceptions religieuses qu'il va avoir, la question de la tolérance, la question du travail, du dialogue, tout ce qui caractérise l'humain, qui favorise le bien, le vivre ensemble, ça vient de la culture. C'est l'ensemble de ces valeurs que nous recevons de nos ancêtres, que nous, on transmet aussi à nos descendants. On va regarder que malgré la diversité des groupes ethniques au Mali, il y a quand même des fonds communs qui nous réunissent, comme il l'a dit tout à fait. Sans la culture, on ne serait pas ce que nous sommes. Parce que même la religion qu'on pratique est un élément culturel d'une certaine manière, parce que la culture, finalement, c'est tout ce que l'homme ajoute à la nature. Donc nos façons d'être, de penser, de sentir, d'agir, notre vivre ensemble, notre cohésion, tout ce qui permet cela, c'est ça la culture. Après, le problème, c'est qu'assez souvent, on réduit la culture à l'aspect folklorique, donc qui donne l'illusion que bon, la culture se résume au folklore, et donc par conséquent qu'elle est insuffisante, mais c'est méprendre en tout cas tout ce que la culture peut apporter à l'homme, et parce que c'est elle qui forge l'identité de l'homme, c'est l'habit que nous portons et qui nous permet d'être avec les autres. Et cette dimension culturelle est-elle suffisamment prise en compte dans la résolution des crises? La réponse, non, mais c'est-à-dire que par la force des choses, ça commence à s'imposer. C'est-à-dire, quand la crise a commencé au Mali, le gouvernement à l'époque avait chaud, ils ont fait appel à ceux qui pensaient pouvoir nous aider. Et par la suite, on a vu une multitude de forces internationales débarquer au Mali. Aujourd'hui, j'ai lu aujourd'hui que Barkhane va être renforcé par 600 soldats, alors qu'on nous avait dit 200 soldats le 13 janvier à Pau. Donc ça, c'est quelque chose même qui n'est pas convenu, mais bon, c'est notre débat. Et ensuite, on a l'aménagement pratiquement à 28 000 soldats. Donc quand on fait le cumul des soldats étrangers qui sont venus nous aider dans notre crise, c'est au moins 32 000 personnes. Sans compter les G5 Sahel, 5 000 personnes, sans compter nos militaires. Et malgré des milliards investis, malgré les moyens logistiques, l'insécurité se propage, s'incruste au quotidien. Et finalement, on ne contrôle qu'un quart de notre territoire, si même on contrôle ce territoire, cette partie-là. Donc, aujourd'hui, on se rend compte, depuis 1 an maintenant, que la culture est un élément fondamental qui permet d'ouvrir le dialogue. Parce que le dialogue dont on parle, c'est quand même une valeur culturelle. La tolérance dont on parle est une valeur culturelle. Et donc, on voit, tant soit peu, une certaine mobilisation des acteurs politiques qui sollicitent des mécanismes dont il parlait tout à l'heure, M. Sango, pour dire « aidez-nous ».
finalement à faire en sorte que les gens puissent parler ensemble. Les différentes rencontres intercommunautaires, ce sont des éléments culturels. Les personnes qu'on a mobilisées, les personnes âgées, c'est quand même des valeurs culturelles. Les communicateurs qu'on met en avant pour dire les choses, parce qu'une parole peut blesser. Une parole, c'est plus tranchant qu'une lame. Et donc, ça dépend de comment on le dit. Et vous voyez un peu la force de la parole, de la communication. Donc, on se rend compte que les armes ont montré leurs limites. Les armes sont nécessaires, mais qu'il faudrait mettre en valeur la culture pour que le vivre ensemble puisse se faire et que les armes puissent se taire. Et d'ailleurs, le président Djongouda a évoqué la question du dialogue. Et j'imagine bien qu'il va travailler avec des communicateurs pour que cela puisse se faire. D'accord. Quel est votre point de vue sur cette intégration, cette utilisation de la dimension culturelle dans la résolution des conflits au Mali? Quand un problème est mal posé, il n'a jamais une bonne solution. Le problème de la rébellion au Mali est un phénomène récurrent et toutes les rébellions sont différentes les unes des autres. Chaque rébellion a ses motivations profondes, ses tenants et ses aboutissants. Mais toutes ont été mal gérées et la mauvaise gestion, cette malgouvernance s'est accumulée pour faire un fond menaçant. Tenez bien, les peuples qui ont commencé la révolte, c'était en 1963 par la région de Kidal, par un problème de gestion. On a choisi la solution militaire pour résoudre le problème. C'était comme l'hydre, et chaque fois que ça pousse, on était l'hydre. Mais ça ne résout pas le problème. Il faut poser le problème et dire la vérité. Autant les gens du Nord posent un problème de malgouvernance pour dire que les ressources nationales sont mal distribuées, que les acquis sont mal partagés, autant il faudra aussi que le pouvoir à l'époque puisse dire aux gens, voilà le nombre de milliards que nous avons investis dans les projets de développement au Nord. Et voilà la mauvaise gestion qui en a été faite par leurs propres responsables eux-mêmes. Il faut dire ça vertement. Et que ce sentiment nationaliste que nous partageons tous soit enseigné à tous, partout et par tous les canaux. À l'indépendance, on a demandé au chef de Kidal, allait-il avec l'Algérie ou allait-il avec le Mali? Il leur a dit, regardez quand les eaux de l'Adrar, la neige fond de l'Adrar, quelle direction ça prend? Ça prend la direction de Bamako. C'est un motif suffisant et une fierté pour communiquer sur le nationalisme de ce patriarche-là. Cela veut dire qu'il a choisi le Mali très tôt, envers et contre tout. Pourquoi on n'a pas dit ça à l'école? Pourquoi les forgerons, communicateurs traditionnels n'ont pas magnifié cet acte de nationalisme et de loyauté? Pourquoi dans la rue on ne chante pas assez pour dire qu'on est du même pays? Nous avons des réalités géostratégiques différentes. Les besoins de développement du Sud ne sont pas ceux du Nord. Mais il y a un véritable problème de malgouvernance qui n'est pas nouveau. Mais on n'a pas dit la vérité et on n'a pas apporté les solutions appropriées. Et cette vérité, c'est la chose culturelle. Elle est culturelle, premièrement. Deuxièmement, regardez l'espace. Depuis que la rébellion a commencé au Mali, il y a comme des gens spécialisés dans la résolution des rébellions. Ils sont là depuis 20 ans. Depuis 20 ans, rien n'est réglé et depuis 20 ans, ils sont là. Alors, à se poser la question, si c'est un patrimoine ou bien c'est quelle forme de cécité amène les gens à ça. Est-ce la même situation au centre du Mali entre notamment les Non, Peul et les la Lobons? situation au centre du Mali n'est pas une situation ancienne. Non. J'ai dit qu'il y a plusieurs types et chaque rébellion a sa spécificité. La rébellion du centre, c'est ce que les gens ont appelé Bassakele. Ça a commencé au nord. Les gens du sud ont dit qu'on fait qu'un problème de dos. Et puis c'est maintenant en train d'avancer. Maintenant ça a atteint le centre et l'autre jour on a tiré à Ségou. Ça commence à inquiéter les gens.
Moi, ce que je comprends du problème du centre, l'argument est un argument fallacieux. On ne peut pas vouloir créer au Mali une république islamique. C'est contraire à notre constitution. Le Mali est un pays à 95% musulman, d'accord. D'accord. Je suis musulman, je suis d'accord. Mais le prophète alayhi salam a vécu avec les juifs, il a vécu avec toutes les autres religions à Médine dans un respect mutuel. On peut valoriser notre islam, faire l'apologie de notre islam, convaincre les gens. L'islam, comme l'a dit Seydou Badian Kouyaté, n'est pas porté par le sable, mais il a été porté par la persévérance de ces marabouts qui transportent le Coran de village en village et qui parlent aux gens et qui parlent aux sentiments, au cœur, puis à la raison des gens pour les amener à ça. D'accord. Brema Didiko, pensez-vous que la non-prise en compte de cette dimension culturelle a empiré la situation au centre du Mali, notamment entre les Peuls et les Dogons? La réponse est clairement oui. Et d'ailleurs, à un moment donné, on a laissé courir certains discours stigmatisants. Et malheureusement, même les intellectuels des deux communautés ont repris ces discours. Et donc, on disait souvent conflit Peul-Dogon. Rien qu'à partir du discours, on a envenimé une situation, alors que le fond du problème n'était pas ethnique. C'est le traitement qu'on en a fait qui a poussé certains Peuls et certains Dogons à envoyer de l'argent par Orange Money ou en tout cas à contribuer par des discours virulents sur les réseaux sociaux. Alors que dans ce centre du Mali, justement, si on revient au 19e siècle, sous la dynastie de Sékou Amadou, entre 1816 et 1862, il était parvenu à organiser, par exemple, le vivre ensemble dans le Massina, qui s'étendait jusqu'à Tombouctou d'ailleurs, et le pays Dogon jusqu'à une partie de Massina actuel, le cercle de Kémassina. Ils avaient discuté avec les acteurs. Chacun a dit, les Bambara ont dit, l'agriculture c'est comme ça de telle période à telle période. Donc un calendrier agricole a été établi, des zones de pêche ont été identifiées et des responsables de communautés ont été nommés. Pour les pêcheurs, c'était les Bessema, pour les villages, c'est le conseil des villages, et il y a les Amirou, donc on appelle le chef de village, et il y avait ce qu'on appelle les Batumaudo, la grande assemblée. Dans cette grande assemblée, il y avait tous les groupes ethniques. C'était inclusif. Et les érudits étaient là. Donc, quand il y avait un problème lié à la pêche ou aux pêcheries, c'était le responsable des pêches qui s'occupait de ça. Quand on prend la transhumance, il y avait des ladies et des Djoro étaient là, qui étaient les maîtres de terre, donc qui régulaient. Il y avait un calendrier. Donc, on savait des choses. Nos ancêtres, en fait, ont su comprendre qu'il y a une juxtaposition pour le cas du Mali, au moins de 3 systèmes de production. Le système de production agricole, halieutique et pastoral. Et que nous sommes condamnés à vivre ensemble et qu'il y avait la complémentarité, créer même cette complémentarité. Là, quand on prend la question de l'élevage, beaucoup de Dogons, beaucoup de Bambara ont confié leurs vaches aux Peuls. Si bien que certains Peuls sont plutôt des bergers pour des sédentaires qui sont agriculteurs. Mais nous, on n'a pas compris ça. On a fait fi de ça en pensant que la solution, elle est importée. Et donc, on a plutôt écouté des résolutions qui viennent d'ailleurs. Et au niveau local, assez souvent, les gens sur lesquels on s'appuie pour faire de la médiation, ne sont pas forcément des gens qui sont légitimes du point de vue des communautés, parce qu'au niveau de ces localités-là, il y a des acteurs crédibles. Je prends pour le cas de Dogon, il y a le Toguna Dogon qui est quand même un tribunal populaire. Il y a le Ogon qui est cette légitimité. Donc quand vous allez au niveau des villages, vous avez la chefferie du village et chaque membre de ce conseil villageois est une notabilité. Ne va pas parler pour rien, pour dire des choses. Vous avez des marabouts qu'on a négligés. Vous avez des religieux, des communicateurs traditionnels qu'on a négligés qui auraient pu, tant soit peu au début de la crise, tuer les mâles dans l'œuf. Mais comme ça a couvé et maintenant ça a explosé, bon, on crie au secours. On en est là. Donc on a traîné. Il n'est pas trop tard. Il est encore possible, ma condition, vraiment de comprendre, de ne pas seulement aller vers les discours, d'aller vers les actes. Parce qu'au Mali, on parle beaucoup, on agit très peu. Vous l'avez dit, chaque pays, chaque communauté, chaque culture a ses outils de résolution des conflits. Pouvez-vous nous donner quelques outils que le Mali, qu'on utilisait au Mali pour résoudre les conflits ou la crise? Oui. Et le Mali vraiment peut s'enorgueillir de ça parce que nos sociétés sont stables. Nous avons des mécanismes de régulation. Il a parlé, on respectait le chef de canton. Le chef de canton était appuyé sur les chefs de village. Les chefs de village s'appuyaient sur le conseil de village. Le conseil de village était alimenté par les notables. Et ces notables-là, ils répondaient de certaines valeurs cardinales et de certaines dignités ancestrales. Quand on dit chez les marabouts, trancher au nom de Dieu,
quand vous allez chez les Ogons tracher au nom de la tradition, chacun d'eux sentait ce devoir comme divin. Quand vous prenez les griots, chaque famille, chaque chefferie avait ses griots, et on est lié, non pas parce que je suis ton griot, je suis sous ta dépendance, non, le griot il travaille. Il a son métier. Mais dans le cadre de la régulation sociale, il est chargé de veiller sur le comportement du chef. De la dîna dont il a parlé, je donne l'exemple de quelqu'un du Batu Maodo. Le Batu Maodo, c'est 45 dignitaires, tous ambassadeurs d'une contrée, tous érudits, tous chefs de guerre. Et dans ces 45 qu'on appelle le Batu Maodo, il y avait quelqu'un qui s'appelait Malik El-Hadji de Nimitongo. Il s'appelle Malik El-Hadji Nimitongo. Il a pour fonction essentielle de trancher les différends qui pouvaient opposer Sékou Amadou au reste de la Dina, au reste des membres de la Dina. Parce qu'en tant que chef, il n'était pas autorisé à tout dire et à tout faire. Et Malik El-Hadji Nimitongo, c'était le juge qui était chargé de trancher tous les différends qui opposaient Sékou Amadou au reste du peuple. Ça, c'est un exemple, un outil. Nous avions des espaces de sociabilisation qui mettaient les cultures en contact. Parmi ces espaces, on a les hôpitaux, on a les écoles, on a les foires hebdomadaires, on a les mariages, on a les rencontres sportives, on a les fêtes populaires, on a les semaines de jeunesse, on avait les biennales, on a toutes ces formes de sociabilisation qui faisaient que les gens se rencontrent. Mais toutes ces rencontres-là étaient encadrées par des principes. Appelez ces principes-là la loi, appelez ça des mécanismes de régulation sociale, appelez ça des conventions, mais dans tous les cas, tout ça c'était réglé. Et personne ne devait... Nous appliquions sans connaître la loi européenne pour dire que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est-à-dire, Angagnoron Gassisiki. Donc, dans ton activité professionnelle, dans ton être, ta manière de vivre, tu ne dois pas rentrer dans le champ de l'autre. Et ce champ-là, que ce soit individuel ou collectif, il y avait des mécanismes pour réguler et pour trancher ça. Donc, il y avait des gens pour dire au conseil de village que pour l'intérêt du village, allons dans ce sens. Que pour la réconciliation, la paix sociale et le vivre ensemble, contre nos principes, adoptons ça pour vivre ensemble et en paix avec les gens. Il y avait des mécanismes pour dire, si nous faisons ça, ça va nous rattraper demain ou après-demain. Refusons-le même si on en a besoin. Etc., etc. Donc ces mécanismes-là, on ne les a pas interrogés. Justement, que sont devenus ces mécanismes? Est-ce que la jeune génération même connaît ces mécanismes? La jeune génération a le droit de ne pas connaître et de citer les anciens devant l'histoire. Pour les blâmer. Toi, est-ce que tu as fait éducation civique et morale à l'école? Dis-moi non. Est-ce que tu as fait le mouvement pionnier? Dis-moi non. Est-ce que tu as fait le mouvement scout? Dis-moi non. Si un homme te tape dans la rue, tes parents le convoquent à la police ou à la gendarmerie. Si tu fais quelque chose de mal, tu ne rencontres pas quelqu'un pour t'engueuler si tu ne lis pas où est ton problème. L'école est la meilleure chose que l'école a réussi chez nous en Afrique, c'est de nous avoir chassés de chez nous. On a bu jusqu'à nous enivrer des valeurs européennes importées et on a contribué à dégrader notre société, à refuser de la comprendre. Monsieur Touré, l'école nous a chassés de chez nous. Personne ne veut être de chez lui. Personne ne veut supporter ses valeurs. Personne ne veut s'assumer. Personne ne veut être le fils de ce qu'il est. Moi, je suis griot. Fils de griot, petit-fils de griot, j'en suis fier. Je l'assume. Ça ne m'empêche pas d'avoir mes idées et mes ambitions. Mais en quoi ça me gêne? Et allons-y. Maintenant, la société a perdu cette forme d'éducation collective pour faire de l'enfant un bien commun. On est allé de
ce sentiment global, on est allé de ce nous à un jeu. D'accord, Brema Elidiko va répondre et vous aurez toujours la parole. Où se situent les responsabilités par rapport à cette perte de valeur? Alors, quand il y a un problème, pour moi, j'ai l'habitude de dire que la responsabilité est assez partagée. C'est vrai, il l'a dit, à travers les CM, à travers les scouts, les pionniers, on doit normalement comprendre tout cela. Mais cela ne nous empêche pas, quand on a 18 ans aussi, de comprendre, de chercher aussi à savoir d'où nous venons. Mais il a tout à fait raison. Assez souvent, je l'ai dit, on aurait dû mettre ECM, coefficient 10 ou coefficient 6, parce qu'au moins, on n'a plus le temps d'adhérer au rite initiatique. Si je prends chez les Bambara, il y avait les Nya, le Komon, le Koré, etc. Si vous allez chez les Sonufo, les Mianka, il y avait les Poré, etc. Donc, chaque société avait ses rites initiatiques. Et si vous allez chez les Peul aussi, chaque 7 ans, vous passez d'une classe à une autre, etc. Donc, tous ces mécanismes traditionnels, ces rites essayaient de, à la fois, favoriser le vivre ensemble de la classe d'âge. Donc, ça crée des liens solides, mais ça nous permettait de... Donc, la responsabilité, elle est d'abord parentale, elle est aussi communautaire, mais elle est aussi la responsabilité de l'État, du gouvernement. Parce que nous sommes dans un monde moderne aujourd'hui, dans un État qui a essayé de créer une nation, donc qui impose ses règles. Et beaucoup de ces mécanismes-là sont maintenant interdits. Parce qu'avant, quand ils volaient, par exemple, il y avait les pilons dans les villages qu'on a interdits. Il y avait, par exemple, la cérémonie de feu qu'on a maintenant interdit. Il y avait beaucoup de cérémonies qui permettaient d'attraper les voleurs, de sanctionner des gens pour expédier. Bon, maintenant qu'on est dans un état moderne des droits, la loi prime sur les coutumes. Donc, il y a certaines coutumes qu'on n'a pas su valoriser, malheureusement. Et donc, l'État a la responsabilité, pour le cas de l'école, par exemple, de valoriser, comme il l'a dit, l'éducation civique, le mouvement pionnier, parce que c'est à travers ça qu'on pouvait apprendre tant soit peu nos valeurs culturelles. Et apprendre à la fois à connaître l'autre, mais aussi à nous connaître, à savoir d'où nous venons, à savoir où nous devons aller. Mais la responsabilité aussi, elle est parentale, parce que l'homme naît dans un milieu. C'est d'abord la famille. Et dans beaucoup de cas, on constate, et surtout en milieu urbain, une démission parentale. Papa et maman travaillent. Les enfants sont à la merci des bonnes. Et si la bonne elle-même n'a pas reçu une bonne éducation, ben l'enfant recevra l'éducation de la bonne. Et la rue est devenue, dans certains cas, un endroit où on consomme les psychotropes. Et on tombe maintenant dans des viols collectifs et tous les travers dont on voit aujourd'hui. Mais la responsabilité aussi, elle est communautaire, parce qu'avant, l'éducation était communautaire. Chacun, il l'a dit, la question du jeu. Il y a la montée de l'individualisme. Les familles sont maintenant devenues nucléaires, donc chacun veut paraître, chacun veut être riche. L'argent est devenu le baromètre de la réussite. Et donc tout ça a besoin d'être encadré, mais c'est aussi la responsabilité des jeunes. Parce que même si les parents nous disent des choses, ils sont obligés de travailler pour nous nourrir. Il nous appartient, nous aussi, de chercher à savoir d'où nous venons, parce qu'il y a des choses qu'on peut maintenant savoir à travers Internet. Et rien ne nous empêche d'aller voir les griots de la famille. Chaque famille, en tout cas chaque grande famille, avait son griot. On peut toujours aller les voir. On peut aller voir les grands-parents. Mais on pense que les contes des grands-mères sont des histoires. Donc ça, c'est aussi notre responsabilité. C'est pour dire que c'est assez partagé. Mais juste pour compléter la question des mécanismes dont il a évoqué, il y a par exemple le CADI qui continue d'exister toujours. Et d'ailleurs, il y a une réflexion pour voir comment les CADI peuvent aider la justice moderne, enfin, le droit positif, à rendre le droit, parce qu'il y a un ressentiment des Maliens vis-à-vis. Bon, c'est un mécanisme limité, mais au moins, c'est un mécanisme dont certains font confiance. Et ensuite, il y a les festivités historiques telles que le Yaral à Diafrabé, la traversée des animaux, et le Dégal à Dialoubé. C'était des choses qui existent depuis la Dina de Sékou Amadou, même avant d'ailleurs. La traversée existait, mais on a formalisé cela. Ces festivités, au-delà de l'aspect festif, étaient des moments où toute la communauté se retrouvait et chacun essayait de voir avec son voisin quels étaient les problèmes. Donc on arrivait à mettre de l'eau en fait, dans nos vins. Et la fête était un moment de communion, d'union, de retrouvailles. Mais tout ça, on a commencé à laisser ça. Le Corée-Douga, par exemple, a perdu... voilà. Et sur Facebook même, il y a Noum Sanogo qui dit qu'il pense que toutes ces valeurs et pratiques culturelles aujourd'hui sont politisées. C'est tout à fait normal pour certains. Parce que maintenant, comme c'est des choix nominatifs, les chefs des villages, traditionnellement, c'est celui dont l'ancêtre était le premier à piocher la terre qui devenait chef des villages. Mais par la suite, à un moment donné, par la conquête de Sékou Amadou, par la conquête de l'âge du Martal ou la colonisation, on a vu des gens qui ont été imposés. Après, il y a eu des questions de succession. Dans les villages, il y a maintenant des chefs de quartier qui sont élus. Donc, bon, tout ça, il y a un peu la politique qui est rentrée dans le village. Il y a aussi l'appât du gain facile et rapide. Hein. Des maires ont pu corrompre certains chefs de village aussi, donc qui sont devenus plus politiques que chefs de village. Et ça, c'est un peu... C'est pas la fonction qui est en cause, mais c'est l'homme, son avis, comment on appelle ça,
son avidité qui est en cause. Ce n'est pas l'institution. L'institution, elle est bonne. Parce qu'il a dit que c'était des notables. Donc, c'est des gens qui avaient une certaine dignité, dont la parole avait été quand même sacrée. Mais quand l'homme est un peu tenté par l'appât de gain facile et rapide, il tombe rapidement dans des travers et la politique peut l'emporter. Que pensez-vous de cette politisation de ces valeurs? Les valeurs sociétales cardinales sont éternelles. Elles ne peuvent pas être politisées. Elles ne souffrent pas de ça. Et il l'a dit, c'est l'homme qui est changeant. Dire la vérité n'a pas besoin de grade. Tu n'as pas besoin d'être ganté ou casqué pour dire la vérité à quelqu'un. Quand une situation de vérité se présente, tout le monde la voit, le bon sens. Mais on peut te donner de l'argent pour te taire ou nous la déformer. Mais ça ne modifie pas la vérité. Revenons un peu sur le mot politique. La politique, c'est la gestion de la cité. C'est la vie de tous les jours. J'entends bien des intellectuels, des griots comme moi pour dire je ne fais pas de politique. Si tu ne fais pas de politique, tu arrêtes de vivre ou tu sors du cadre social. Faire la politique, c'est rendre visite à un malade. Dire à un frère que ton frère est là-bas, il est malade. Il faut assister le village dans telles circonstances. Réunissons-nous pour bâtir ça, ce sera bien pour nous, pour notre village. C'est ça la politique. Mais ce n'est pas la politique pour avoir sa place au soleil, pour briller, pour acheter sa place, etc. Tout de suite, pour écraser les autres. Tout de suite, en venant, j'ai vu dans le tournant un slogan qui dit « Garde ton argent, je veux le changement ». Cela veut dire que ceux qui sont là n'ont pas satisfait. La politisation, ces mécanismes-là, il faut inviter les dignitaires, il faut inviter les intellectuels, surtout, à aller vers la politique pour une meilleure gestion des affaires de la cité. Tous les intellectuels ont cette attitude de retrait par rapport à la chose publique, à la gestion de leur environnement, à la gestion de la cité, pour dire moi je suis intellectuel. Ils croient que la politique est faite pour des enseignants qui cherchent à rattraper des fins de mois, ou bien à des gens qui sont là pour chercher une place au soleil. Non. C'est vous qui comprenez la gestion, c'est vous qui avez la maîtrise de la chose, c'est vous qui devez venir en politique. Bon, comment est-ce que la politique influe sur ces mécanismes-là? Oui, ça influe partout. C'est indiscutable ça. Si vous allez, un projet arrive dans un village, les animateurs du parti fort vont s'approprier le projet et ils vont mettre leur gens dedans. Ça, ce n'est pas une influence, c'est de la récup. Directement, et c'est ça qui se passe dans tous les villages. Et c'est pourquoi tout tombe à la fois. Quand le parti au pouvoir tombe, il tombe avec tout le monde et tous les acquis. Qu'est-ce qu'il y a comme récupération? La récupération, c'est être incapable de prendre des décisions importantes. 700 et quelques communes. Combien de maires comprennent leur rôle par rapport à leur commune, à leur communauté? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont un rôle, une force de proposition, une force de conception, une force d'exécution et un rôle de partenariat par rapport? Si tu vas à l'Assemblée nationale, quand tu fais dicter question, tu vas voir quel sera le résultat. Et par rapport à ce rôle et responsabilité, certains accusent l'État également d'avoir abandonné le secteur de la culture au secteur privé. Ils s'interrogent même sur ce qu'est devenu aujourd'hui la Biennale artistique et culturelle. J'ai eu le privilège de faire la semaine de la jeunesse. J'ai été pionnier sous le régime Modibo Keïta. J'ai fait Tchécoslovaquie. Puis la semaine de la jeunesse est devenue biennale artistique et culturelle. Biennale sportive, artistique et culturelle. Il y avait une autre politique d'État dont on ne parlait pas. Quand les fonctionnaires sortent des écoles de formation, ceux du Sud sont systématiquement orientés vers le Nord et vice-versa. Ceux du Nord venaient aussi servir au Sud. Il y a beaucoup de Koulibaly et Diarra. Et quel est le résultat et l'impact? La biennale permet à la jeunesse malienne pendant une semaine de se retrouver sur le même espace et dans le même endroit pour manger ensemble, chanter ensemble, vivre, échanger, etc. Et combien de mariages, combien d'amitiés, combien de camaraderies sont nées de cela?
ça a renforcé la cohésion sociale et le vivre ensemble. L'idée a été abandonnée pour penser que c'est des fêtes de chant et de danse. Ceux qui l'ont soutenu n'ont rien compris à la définition et aux objectifs de la biennale. Et quand on a abandonné la biennale, les gens sont restés chez eux, ignorants de la vie des autres. Ils sont restés chez eux dans l'indifférence. Chacun cherchait à être chez lui, à être développé chez soi. Donc ça a créé la méfiance par rapport aux gens. Quand tu dis à un jeune Bambara, tu peux aller à Aguelhok demain. Imagine Aguelhok, c'est où dans le Mali? Qu'est-ce que je vais y faire? Mais 40 ans avant, quand tu dis à quelqu'un du Nord qu'il va partir à Sikasso, il dit « Ah, j'ai un camarade que j'ai connu sur le terrain de basket, j'ai un ami que j'ai connu au foot, j'ai un acteur avec qui j'ai dansé, etc. » Il cherche la personne. Il cherche la personne. Les Maliens, je n'ai rien contre le ministère de la Culture. Mais ce département est en train d'être vu comme le département des chants et des danses. Leur mission... Est-ce que ce n'est pas la culture même qui est vue comme... C'est la culture... Non, c'est pourquoi j'appelle. J'en arrive. C'est-à-dire que la culture, ce n'est pas les chants et les danses et les biennales, etc. Non. Le ministère de la Culture se bat pour la promotion des musées, pour faire la jonction entre le passé et le présent. Le ministère de la Culture se bat à travers des expositions photos. Les gens, ils croient que c'est naïf, les photos. Le ministère de la Culture se bat dans la promotion des sites touristiques du côté de l'artisanat, du ministère de l'artisanat. On se bat pour la promotion des sites touristiques. On se bat pour la valorisation de notre artisanat. On se bat pour, etc. Mais les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils voient tout ça de loin comme des choses du blanc. Mais lorsque Touré, on te sort la photo de ton arrière-grand-père d'il y a 70 ans, tu restes bouche bée. Ça te fait plaisir. Tu restes bouche bée. Quand dans un livre, tu lis ce que fut ton grand-père, les valeurs cardinales qu'il a développées, sans être parti à l'école, comment il a stabilisé le village et comment il a géré et régné. Qu'est-ce qu'on fait dans ton village? Chaque activité du village est supportée par une activité culturelle. Ça se chante, ça se danse, ça se fête. On connaît le calendrier annuel de la vie du village. On sait que tel son de tam-tam, si ça retentit, c'est la mort. Tel son de tam-tam, si ça retentit, c'est une naissance. Tel son de tam-tam, si ça retentit, c'est un mariage. Tel son, si ça retentit, c'est une convocation du chef de village dans l'urgence. C'est incrusté dans la mentalité. Mais la grande ville a détruit tout ça. Je vais avoir un point qui est pour moi un cri de cœur. Je profite de votre studio pour le dire. Lancer un appel, vous aurez l'occasion tout de suite. Ce n'est pas un appel, c'est pour faire un constat. Tous les fonctionnaires qui ont 30 ans de séjour à Bamako, leurs fils ne parlent pas la langue de chez eux. D'accord. Et Suleiman Haïdara demande sur Facebook, est-ce que la culture peut être une solution à cette crise du moment où les terroristes attribuent une autre variation à cette culture? Attribuer une autre variation, je ne sais pas là ce qu'il veut dire, mais pour moi, les terroristes viennent avec un autre agenda. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle terroristes, si on regarde bien, il y a parmi les groupes des gens qui sont simplement frustrés parce que les champs ont été spoliés, parce qu'ils n'arrivent plus à faire paître les animaux, parce qu'ils ont un ressentiment vis-à-vis de la justice, sans être pour ça idéologiquement connotés. Donc, c'est des gens qui cherchent, dans certains cas, en tout cas, à exister, à faire valoir de nouvelles règles, mais pour accéder peut-être à des ressources économiques, mais pas forcément changer les valeurs, parce que ce sont quand même ces valeurs-là qui forcent leur propre identité. Mais bon, de toute façon, à mon avis, ce qu'on peut faire, malgré la présence des terroristes, c'est que nous, on continue à accepter de nous parler, parce que tant qu'on n'est pas capable de se parler, on ne va pas se comprendre, et tant qu'on ne se comprend pas, on ne pourra pas se pardonner.
Donc pour moi, cela semble fondamental. Il y a Abazari El Meimoun Maïga qui estime qu'il faut revenir au cousinage à plaisanterie qui peut encore favoriser l'entente entre les Maliens pour éviter les conflits, notamment intercommunautaires. Alors le cousinage à plaisanterie, oui, depuis le XIIIe siècle, le mandé, mais après ça dépend. Vous savez, il y a toujours les usages qu'on en fait. Ce n'est pas le mécanisme qui est mauvais, mais c'est toujours les usages que les hommes font de ces mécanismes. Le cousinage à plaisanterie, par exemple, entre Dogon et Tamashek, ou entre Peul, Forgeron, Peul-Bois, tout ça, c'est très intéressant. Quand il y avait un problème, donc le cousin à plaisanterie pouvait intervenir pour parler à l'autre. Mais le problème, c'est que de plus en plus, notamment dans un contexte urbain, les gens font du mal. Ils font des choses vraiment qui sont impardonnables. Et après, au nom du cousinage à plaisanterie, ils vont demander... En tout cas, ça, il y a des choses qui doivent aller au-delà de ça, qui méritent sanction, une punition. Mais pour autant, ça reste quand même quelque chose d'important parce que quand il y a la parenté à plaisanterie, on peut dialoguer, on peut discuter, on peut se parler, on peut dire des choses graves avec des mots assez simples ou même des mots peut-être insultants, mais bon, qui ne seront pas perçus comme tels. Mais ça a quand même ses limites aussi. Les différents festivals que nous voyons de plus en plus à travers le pays, est-ce que vous avez l'impression que ces rencontres peuvent réellement apporter quelque chose dans la paix et la réconciliation, comme ils l'indiquent dans leurs différents thèmes? Les festivals jouent le même rôle que les semaines culturelles, les semaines de jeunesse et les biennales. Les festivals, c'est simplement valoriser la culture d'une ethnie, des valeurs, appeler des gens pour qu'ensemble vous perpétrez ça, vous les faire connaître, vous les faire partager. Aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas beaucoup plus vers le marketing, l'argent que cette Le marketing culture? et l'argent sont des habits. C'est comme quand vous construisez une maison, que vous mettez des vitres ou que vous mettez des carreaux. C'est ça qui change l'approche. Le festival en lui-même a un objectif culturel, c'est de perpétrer la culture, c'est de la valoriser et c'est de la montrer. La manière dont on le fait, c'est ça l'aspect marketing et communication. Mais il reste que c'est quand même un puissant levier de rencontres encadrées de l'exemple. Le festival au désert a réuni les 5 continents. Les 5 continents. Ce n'est pas rien, il fallait le faire. Essakan, oui. C'était Essakan. Et ça, si on comprenait le sens profond de Essakan, je dis à la décharge du président Amadou Toumani Touré qu'à la 2e édition du Essakan, certains fonctionnaires ont voulu saboter. Le président a dit un garçon qui arrive à réunir 4000 personnes dans le désert doit être respecté. Ça, c'est clair. Et on a mis un avion à disposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur ajoutée que ce festival apporte à l'économie nationale, en termes de ressources, en termes de visibilité, en termes de traçabilité dans la politique de la culture, c'est inestimable. Mais par rapport à lui, à sa communauté, Kalentsar, c'est des gens qui vivent entre Erente Dief et Gargando, sur les cercles de Gundam, Tombouctou et Rarous. La culture chez les Tamashek, c'est quoi? On vit dans le Sahara. Il y a des querelles qui vous opposent, il y a des meurtres, il y a des vols, d'enlèvements d'animaux. Mais à un moment précis de l'année, ils choisissent de se rencontrer à un point précis du désert. Ils vident tous les contentieux. Ils règlent tous les problèmes et ils font une nouvelle planification pour l'année. Et la nuit, elle est festive. C'est cette partie festive qu'on a récupérée pour en faire le festival au désert Essakan. Est-ce que tous les Maliens savent ça? Combien de cultures font ça au Mali? Ont-elles pu organiser des festivals pour magnifier ça et que tous les autres connaissent? Combien de personnes vont faire une programmation annuelle pour faire coïncider leurs vacances avec ce festival, aller chez eux avec leurs femmes, enfants, amis et camarades pour aller faire découvrir ce Et il y a pays. Adama Ongoiba qui vous pose une question sur Facebook. Il dit comment peut-on revaloriser notre culture pour qu'elle puisse résoudre certaines crises? Notre culture, elle est intacte et elle est sur place. Elle n'a pas bougé, c'est les hommes qui ont changé. Et si on veut revenir à nos fondamentaux, il faut interroger notre passé. Notre passé est fait de valeurs dynamiques, de valeurs positives cardinales. Elle est fait de valeurs très, très, très encourageantes. Monsieur Touré,
Comment on va éduquer nos enfants? Il faut qu'au niveau de la société, on revienne à nos fondamentaux. Les rites initiatiques. Le sociologue en a parlé. La formation et comprendre que l'enfant est un bien commun. Son avenir et sa réussite, c'est l'avenir et la réussite de la société. Il faut qu'on interroge l'école. Il faut qu'on soit capable de construire notre école. Notre école. Touré, l'école, c'est lire, écrire et compter. L'école, l'instruction. L'école, c'est lire, écrire et compter. Quand tu maîtrises ces trois choses-là, tu dois les faire dans toutes les langues. Tu dois pouvoir lire, écrire et compter dans toutes les langues. Tout le reste, c'est de la spécialisation. Pourquoi notre école ne parle pas nos langues? On pose la question au professeur de l'université de Bamako, Dr Blema. Alors, disons qu'il y a eu vraiment des efforts. À l'époque, Adama Samasekou était ministre de l'enseignement et de l'éducation nationale. Ils ont créé l'AMALA, l'Académie malienne des langues. Ils ont créé ensuite l'ACALA, donc l'Académie africaine des langues. Et dans tous les pays, même au niveau de l'Union africaine, il y a des efforts dans ce sens-là. Il y a les CELTO, par exemple, au Niger. Donc, il y a eu un effort de valoriser les langues nationales. Ils ont expérimenté. Ils ont été confrontés à beaucoup de difficultés. Ce n'est pas que les gens n'y croyaient pas. Mais quand on prend, par exemple, une localité comme Bamako, il y a beaucoup d'écoles, il y a au moins 13 groupes ethniques, sans compter d'autres nationalités. Quand on va à l'école, dans quelle langue on va enseigner à Bamako? Donc souvent il y a des difficultés et souvent dans certaines régions c'était difficile de trouver quelqu'un qui savait lire et écrire dans la langue. Donc le principe est là. À l'université, même à la faculté des lettres, on continue d'enseigner les bambara, le boumou, le tamashek, le sonrail, le peul. Donc moi-même j'ai fait des cours de peul en fait à l'université. Donc ce sont des choses qui continuent, mais qui peut-être il faudrait une plus de volonté politique pour financer par exemple la traduction des documents dans les langues et faire un effort. Justement, au-delà des langues, est-ce que l'histoire du Mali, la culture du Mali est suffisamment enseignée dans les écoles? Alors, la culture du Mali, disons l'histoire du Mali, pour moi, il y a un double problème. Le premier problème, c'est que le roman malien n'est pas un roman inclusif. Il y a certaines histoires dont on met beaucoup en avant. C'est l'histoire de Sundiata, de Kankou Moussa. Et les autres, on en parle très peu. Ça, c'est un premier problème. Il y a par exemple l'histoire des Ghana, on ne connaît pas, l'histoire de Djahounou, l'histoire de Wassoulou. Donc il y a beaucoup d'histoires individuelles des communautés culturelles dont on ne parle pas beaucoup, qu'on ne connaît pas. Donc il faudrait réécrire cette histoire pour que toutes les principautés qui ont existé, tous les royaumes qui ont existé, puissent trouver, par exemple l'histoire de Firoun. Quand on parle de Firoun, c'est quelques lignes. Quand on parle de Sundiata, c'est des pages et des pages. Quand on parle de Ségou, c'est des pages et des pages. Quand on parle de l'Empire Songhai, on parle un peu de ça, mais pas beaucoup. Mais souvent, on parle de ça au second cycle, pas forcément au lycée. Alors qu'il faut peut-être voir les lieux où on enseigne, les moments où on enseigne ça. Alors, l'autre problème, c'est qu'il y a la façon dont qui l'enseigne et avec quel autre mécanisme, parce qu'on a maintenant des applications qu'on peut utiliser, qu'on peut télécharger. On peut faire des films. Le film Roi des Ségou a beaucoup marché, les gens ont adoré ça. Pourquoi ne pas faire des films sur ça? Les contes de grammaire qui nous enseignaient même des valeurs, ça aussi, ça a commencé à disparaître. On considère que c'est des histoires. Donc, ce sont comme ça beaucoup d'éléments qu'on peut mettre en valeur pour qu'on puisse connaître notre histoire et que tous les Maliens se retrouvent dans l'histoire du Mali et qu'on ne ramène pas l'histoire du Mali à l'histoire du Mandé ni à l'histoire de Ségou. Parce que le Mali ne se résume pas à Ségou et au Mandé. Et quelle est rapidement l'urgence par rapport à cela? J'ai parlé de notre école. Quel est l'avantage pour nous de connaître l'histoire de France? Oui. Tous ceux dont on nous a abrévés au lycée et à l'école normale, on n'en a pas besoin. Pour revenir un peu à cette histoire, la Première République a donné la parole aux Mandés. Oui. Parce que tout était Keïta. C'est ça. Modibo Keïta, Madere Keïta, Hawa Keïta, Tati Keïta. Toutes les chansons étaient Keïta. On a donné la parole à Koni Koumare et à Djeli Basmanaba. Et tout le monde a dit Mandé, on a construit le Mali à partir du Mandé. D'accord, il nous reste une minute. Donc, le processus de paix qui est en cours, ce qui concerne tout le Mali aujourd'hui, quels sont les domaines de la culture qui peuvent être pris en compte par les autorités pour réussir ce challenge? Retourner aux communicateurs traditionnels qu'on appelle griots, forgerons, séguérés, etc. Leur donner la parole pour qu'ils puissent parler aux gens et leur dire la vérité et leur enseigner ce qui nous a unis. Vous dites qu'il n'est pas trop tard, on peut y arriver. On peut y arriver, il faut valoriser le théâtre, la comédie aussi.
Parce qu'à travers la comédie, on peut dire des choses très graves. Merci Djadje Hamassango, communicateur traditionnel, chercheur en sciences sociales. Dr Brema Eli Diko, professeur à l'université de Bamako, il est sociologue. Je suis Mohamedou Touré à la régie. Vidéo et audio, Peting Diara et Seydou Ndao. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.